Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour l'émission La planète demain. Aujourd'hui un petit peu exceptionnel puisque nous sommes en duplex sur le stand de la Fédération nationale des chasseurs à la Motte-Beuvron pour le salon Game Fair. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir, que vous l'aurez compris, nous allons parler chasse et écologie positive. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir 3 experts de la Fédération nationale des chasseurs. J'ai nommé Constance Bouquet, qui est directrice générale adjointe, Carole Baudin, qui elle est directrice adjointe du service scientifique, et Christophe Urbaniak, directeur technique toujours de la Fédération nationale des chasseurs. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, les chasseurs réaffirment leur engagement en faveur de la protection de l'environnement et de la biodiversité, évidemment. Et cela se traduit d'ailleurs chaque année par plus de 12 millions de journées de bénévolat consacrées à des actions de terrain au bénéfice de la collectivité et surtout de l'environnement. Alors, chère Constance, pourquoi les chasseurs considèrent-ils leur rôle comme essentiel dans la préservation de la biodiversité ? Les chasseurs, ce sont avant tout des amoureux de la nature, des très fins connaisseurs de la nature. Ils ont énormément de compétences et ils ont vraiment le souci de la préservation des habitats, tout type d'habitat, que ce soit les haies, les zones humides, les zones de montagne. Et ils ont vraiment la volonté de s'investir et de donner du temps pour leur passion qui est la nature. Mais finalement, quel type d'actions concrètes les chasseurs mènent-ils au quotidien d'ailleurs en faveur de l'environnement ? Alors il y a différents types d'actions, notamment sur les zones agricoles, par exemple des plantations de haies, du travail avec des agriculteurs, sur la gestion des zones humides, sur aussi la réimplantation, la restauration des mares, également en zone de montagne, la réouverture de milieux. Ça, c'est la partie aménagement. Ils passent également beaucoup de temps sur le suivi des populations. Ils vont participer à des comptages, à des observations. Et puis, on a mis en place différentes opérations, un petit peu de mobilisation citoyenne et de chantiers citoyens avec l'ensemble des Français. Et alors, il existe une opération que vous avez mise en place justement qui s'appelle « J'aime la nature propre ». Cette opération, selon vous, est-ce qu'elle est devenue un rendez-vous citoyen important ? Oui, tout à fait. L'opération J'aime la nature propre, elle en est à sa sixième année. C'est une opération où les chasseurs français invitent l'ensemble des citoyens à participer à une grande journée de nettoyage de la nature, de ramassage des déchets, parce que tous les amoureux de la nature, les chasseurs, mais également les vététistes, les randonneurs, les promeneurs, les cavaliers, tout le monde, on essaye de rassembler tout le monde pour aller ramasser les déchets dans la nature. Et pour cette opération, à l'année, vous avez des partenaires emblématiques, j'imagine ? Alors on a de nombreux partenaires, à la fois ce qu'on appelle les éco-organismes, parce que tout ce qui va être ramassé rentre dans des circuits de recyclage, notamment au niveau des pneus, mais au niveau aussi des canettes. Et on a des partenaires également, donc les autres usagers de la nature que j'ai cités précédemment. Et puis dans le monde de l'entreprise, on essaye de développer, et dans le monde institutionnel, on est soutenu par l'Office français de la biodiversité. On travaille également avec l'Office national des forêts. Donc voilà, l'ensemble des amoureux de la nature. Et on était quand même 140 000 personnes l'année dernière. Et on a ramassé 17 000 cubes de déchets. Ah, donc, c'est énorme. C'est énorme. Pour se rendre compte, c'est un wagon, un train de 170 wagons de marchandises. Et comment expliquer cette participation forte, justement, et en plus d'enfants, si j'ai bien compris ? Voilà, on fait aussi une opération. L'opération est sur 3 jours. Et le vendredi, samedi, dimanche, au mois de mars. Et le vendredi, on travaille beaucoup avec les écoles. Et on a des livrets pédagogiques. On fait de la sensibilisation pour le mieux, au lieu d'éviter de ramasser des déchets, le mieux, c'est de ne pas les jeter. Et donc, on essaye de faire des opérations de sensibilisation, notamment avec les enfants et les écoles. Et lorsque vous trouvez des déchets dans la nature, tous ces déchets dans les espaces naturels, ont-ils un impact direct sur la faune et sur la biodiversité ? Oui, bien sûr. On connaît tous les durées de vie, malheureusement, des déchets, que ce soit le plastique pour les poissons. On a les tortues aussi qui peuvent s'étouffer. Voilà, c'est très néfaste pour tous nos animaux. Et donc, c'est pour ça qu'on fait de plus en plus de la sensibilisation pour essayer de limiter, parce que c'est vraiment l'acte citoyen de chacun d'éviter de jeter. Et si vous aviez un message à faire passer, à transmettre à nos auditeurs, lequel serait-il ? Alors déjà, c'est d'éviter de jeter, évidemment. Il y a des poubelles partout, il ne faut pas jeter dans la nature. Ensuite, il faut tous se mobiliser pour aller essayer de ramasser les déchets. Et puis, si je peux me permettre, j'en profite pour faire un appel aussi aux collectivités.
Profitez, Parce qu'en fait, profitez. notre difficulté, c'est on peut ramasser. Et ensuite, avant de rentrer dans le circuit de recyclage, que fait-on des déchets? Donc il faut qu'on travaille avec les collectivités pour ouvrir les déchetteries ou pour travailler avec l'ensemble du monde du recyclage. Merci infiniment, merci Constance Bouquet. Maintenant, nous allons évoquer un autre sujet autour du balisage, le balisage GPS des oiseaux précisément. Et pour ce faire, avec nous, nous avons Carole Baudin. Je le disais en départ, elle est directrice adjointe du service scientifique de la Fédération nationale des chasseurs. Bonjour Carole. Bonjour. Alors, vous êtes donc directrice adjointe de ce service scientifique, mais à ce titre, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnent les balises GPS utilisées pour suivre les oiseaux migrateurs? Alors, il y a plusieurs modes de fonctionnement et les balises que nous utilisons sont des balises qu'on appelle GPS, GSM. Alors, GPS, ça permet de localiser l'oiseau et GSM, en fait, c'est que la balise contient une puce comme une carte SIM, comme dans nos téléphones, qui permet d'envoyer les données qui sont collectées directement sur un serveur Internet. C'est une sorte de téléphone qui vole, finalement. Donc, elles ont aussi un petit panneau solaire. Et ce panneau solaire permet de recharger les batteries. Ce qui fait que, alors qu'avant, il fallait qu'on retrouve les balises, parce qu'on n'avait pas cette puce carte SIM, il fallait qu'on retrouve les balises pour collecter les données. Et en plus, on était très très limité en durée de vie par la batterie. Maintenant, on peut avoir des suivis de plusieurs années. Et en temps réel quasiment. Alors, quelles sont les espèces d'oiseaux aujourd'hui qui sont suivies grâce à ce dispositif de télémétrie? Alors, il y a plusieurs espèces d'oiseaux. On a commencé en 2011 avec les oies cendrées. De nombreux oies cendrées ont été équipés en Espagne, en Norvège et en France. Et ensuite, on s'est diversifié. Il y a beaucoup de sarcelles d'hiver qui ont été équipées aussi, avec plus de 10 ans de recul sur les sarcelles d'hiver. Depuis 2020, il y a énormément de vanneaux UP aussi qui sont équipés. Et là, plus récemment, on va se focaliser sur des espèces du type canard souchet, canard pilé et canard siffleur, sur lesquels il y a des besoins de données sur la migration. Et toutes les espèces sont balisables au GPS ou pas du tout? Non, pas du tout. Il y a le principal frein, en fait, c'est le poids. C'est-à-dire qu'il faut que l'animal ne soit absolument pas gêné dans son comportement par la balise. Sinon, forcément, les données qu'on collecte seront biaisées. Il faut absolument qu'il ait un comportement normal. Donc pour ça, on estime qu'il ne faut pas que la balise pèse plus de 3% du poids de l'oiseau. Donc 3% pour des balises qui actuellement font entre 6 et 12 grammes. Ça veut dire que pour les gros canards type pilé, souchet, c'est facile à équiper. Par contre, pour des petits canards type sarcelles d'hiver ou d'été ou pour des vanneaux, on va peser l'animal. Si l'animal est trop léger, on ne l'équipe pas, on le relâche. Par contre, s'il est suffisamment lourd, on va pouvoir mettre une balise. Alors, j'ai vu que vous aviez une interface Internet qui est ouverte au grand public. Quel est son objectif précisément? C'est vraiment important pour nous de partager les données. Donc, on les partage sur deux interfaces, en fait. Une qui est plus destinée aux scientifiques. C'est une plateforme qui s'appelle MoveBank, et qui est dédié au partage des données de trajets d'animaux, que ce soit des lions ou des oiseaux migrateurs. Donc on les partage à cet endroit-là et l'objectif c'est vraiment d'initier des collaborations. Tous les chercheurs, voir ce que font les autres et on va pouvoir partager les données pour travailler avec des plus grands jeux de données. Et sur le site de la FNC, plus pour le grand public, on a mis en place une interface plus interactive sur laquelle on peut choisir un individu, une période et vraiment suivre le trajet très très précisément. Alors pour se rendre sur ce site de la FNC, c'est quoi l'adresse précise? Alors c'est le site chasseurdefrance.com et dans les onglets, il suffit de naviguer dans les onglets Agir, services scientifiques et ensuite on trouve déplacement des animaux et puis balise GPS. Merci infiniment, on vous retrouve dans quelques minutes, dans un tout petit instant, sur Sud Radio bien entendu, avec vous et bien sûr avec Thibaut, notre French Trotter, qui parcourt actuellement tous les chemins de traverse de Normandie pour nous parler d'écologie positive. A tout de suite sur Sud Radio. Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.
Vous êtes toujours sur Sud Radio pour La Planète Demain. Alors nous sommes encore une fois en duplex du stand de la Fédération nationale des chasseurs sur le salon Game Fair à la Motte Beuvron. Et nous sommes en compagnie de nos invités, nos 3 invités, mais aussi de Thibaut, notre French Trotter dont je parlais juste avant la coupure pub, qui aujourd'hui aborde un sujet crucial depuis le plateau du Roumois en Normandie. Et il s'agit de l'eau potable en milieu rural. N'est-ce pas Thibaut ? Et oui Christophe, c'est toute une chaîne technique qui garantit l'accès à l'eau potable. J'ai rencontré le président du syndicat d'eau qui nous détaille l'organisation du réseau et les enjeux de gestion sur le territoire. Moi je suis Jean Serrault, je suis le directeur général et financier du SERPN, donc syndicat d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg dans le département de l'Eure. Alors la mission d'un syndicat d'eau, c'est la production d'eau, la distribution d'eau et aussi la protection de la ressource en eau. Ce sont nos 3 missions principales. Donc nous on intervient sur 95 communes du département. On a 35 000 points de comptage pour une population d'environ 75 000 personnes. Donc on est un syndicat dit rural, parce qu'on a un territoire qui est très très large. On a 1500 km de tuyaux sous terre pour alimenter nos usagers. On a 13 stations de pompage et 13 aussi stations de stockage. Donc ça va du château d'eau que l'on voit à des bâches enterrées. Donc là c'est plutôt sous terre où on stocke aussi de l'eau potable. Aujourd'hui, à quels enjeux vous êtes confrontés pour garantir une eau de qualité ? Alors un double enjeu. L'enjeu c'est déjà d'entretenir notre patrimoine, qui est un patrimoine qui a été réalisé principalement après-guerre. Ça c'est donc un entretien de notre patrimoine, un renouvellement des canalisations, l'entretien de nos châteaux d'eau, nos stations. Et puis il y a un nouvel enjeu, c'est la qualité de l'eau. Et aujourd'hui sur notre territoire, comme un peu partout en France malheureusement, on a des problématiques de taux de nitrates et de pesticides qui aujourd'hui dépassent des normes réglementaires, pas sanitaires mais réglementaires. Et donc on se doit aujourd'hui de mettre en place du traitement qui va impacter le coût parce que on sait faire, c'est du curatif que l'on sait faire et aussi continuer à faire du préventif avec la protection de la ressource. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu écologique aussi, traiter les eaux tout en respectant l'environnement ? Alors oui, c'est le travail de la protection de la ressource qui est en lien avec le monde agricole parce que nous on est surtout sur un territoire agricole, donc pour essayer de changer des pratiques, ce qui est fait aussi sur la base du volontariat. On n'a pas de pouvoir coercitif très clairement, et donc le monde agricole est aussi conscient de cela et essaye de changer les pratiques, mais compte tenu qu'on a un temps de latence qui est très très long, on aura un résultat peut-être dans 10, 15, 20 ans. On poursuit maintenant dans une station de pompage, juste au-dessus de la source. Je suis avec le responsable du site. Je peux vous demander de vous présenter ? Oui, bonjour, je suis Dominique Levasseur, agent d'exploitation au sein du SERPN, tout ce qui est production eau potable. Je gère les châteaux d'eau et les stations. Alors on est où exactement ici ? Alors ici vous êtes sur la commune de Mony, en Seine-Maritime, la station d'Evara. Et la source ça s'appelle la Jacqueline. Alors le but de cette station, c'est une usine ultrafiltration. Car on est sujet à la turbidité lors des grandes pluies comme aujourd'hui ou comme les quelques jours que l'on a eu avant. Donc le but est de pomper l'eau brute, de la stocker, de la filtrer en filtre ultrafiltration. On va passer l'eau dans les membranes pour enlever, éliminer toutes ces impuretés. Après, on va la chlorer, la stocker avant de l'envoyer sur 2 châteaux d'eau différents. Cette station, elle fonctionne à l'électricité, mais de manière raisonnée ? Raisonnée, tout à fait. Aujourd'hui, on va marcher 20 heures sur 24 parce qu'on a d'autres sites d'arrêté. Mais lorsque on est en mode fonctionnement normal, on va optimiser la nuit, les heures creuses. Et dans la journée, on va maintenir les réservoirs à un niveau suffisamment pour faire la défense à incendie aussi et la consommation journalière. Et au-delà de ça, on va optimiser les heures creuses. On comprend un peu mieux maintenant le parcours de l'eau potable, de son captage jusqu'à nos robinets, les efforts déployés pour préserver cette ressource essentielle. Merci Thibaut, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage en immersion. Nous sommes à nouveau en compagnie de Carole Baudin, directrice adjointe du service scientifique. Alors Carole, en quoi les données recueillies par vos GPS permettent-elles de mieux comprendre les migrations et les zones de halte des oiseaux ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les balises GPS, c'est vraiment la méthode qui a le plus de précision pour le suivi des déplacements. C'est-à-dire que nos balises, on va les programmer pour avoir une localisation toutes les 1 heure ou 2 heures en fonction du niveau de batterie. Et on imagine bien qu'en ayant une localisation, en sachant toutes les 2 heures où se situe l'animal, on va connaître très précisément ses zones de nidification, ses zones d'hivernage, tout son trajet et aussi les endroits où il s'arrête, quelquefois quelques heures, quelquefois quelques jours,
en cours de sa migration, et c'est ça qu'on appelle les haltes migratoires. C'est grâce vraiment à cette précision qu'on a pu découvrir l'importance qu'avaient ces haltes, qui sont des endroits où les oiseaux s'arrêtent pour se ressourcer. Ils vont se reposer, ils vont se nourrir et ils vont reprendre de l'énergie avant de repartir. Merci chère Carole Baudin, directrice adjointe du service scientifique de la FNC. Nous allons nous intéresser maintenant à la sauvegarde des haies avec notre troisième invité. Il s'agit de Christophe Urbaniak, directeur technique de la Fédération nationale des chasseurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Ah ben ça fait 2 Christophe. Exactement. Alors depuis plus de 30 ans, les chasseurs participent à la sauvegarde des haies. Mais pourquoi ce sujet est-il devenu prioritaire ? Il est prioritaire parce que nos habitats ont été dégradés et puis la haie est un élément structurant du paysage, quoi. C'est un élément essentiel. C'est une zone refuge pour les animaux. C'est un endroit où on peut trouver de la nourriture. Ça a un rôle de corridor écologique. C'est essentiel. Et en quoi ces haies jouent-elles un rôle clé dans la préservation de la biodiversité, avec en plus un intérêt plutôt agricole et même climatique ? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Je vous ai parlé de la biodiversité en général, mais même pour l'agriculture, c'est un rôle essentiel. Ça a un effet coupe-vent. C'est une zone refuge pour certains éléments qui jouent un rôle essentiel au niveau agricole, quoi. Donc elle est essentielle pour la biodiversité, mais elle est essentielle pour l'agriculture. Après, nos paysages ont tellement évolué qu'on s'y a intéressé parce que justement elle était essentielle et elle structurait le paysage. C'était réellement le corridor, comme je vous l'ai dit, zone refuge. Là où on peut trouver de la nourriture, et puis c'est un endroit où les oiseaux se reproduisent. Il y a la nidification, c'est essentiel. Et quels sont les partenaires qui travaillent avec vous, justement, à vos côtés, aux côtés des chasseurs, dans ces projets de plantation ? On ne peut rien faire sans le monde agricole, puisque c'est eux qui structurent le paysage. Donc, dans un premier temps, que ce soit les propriétaires ou les agriculteurs, on travaille essentiellement avec eux. Et on travaille aussi avec une association qui s'appelait AFAC Agroforesterie et qui s'appelle maintenant le Réseau Haies, et sur lequel on essaye de développer cet outil, cette haie, pour qu'elle reprenne sa place dans certains paysages. Alors j'ai vu également que vous aviez un programme sensibilisé. C'est exactement, ça, c'est ça. Sensibilise. Et voilà, exactement. Quels sont ces objectifs principaux ? L'objectif, c'est avant tout de planter une haie, mais quand vous plantez quelque chose, vous avez envie de voir comment elle pousse. Donc là, l'objectif essentiel, c'est bien sûr de planter la haie, mais c'est aussi de sensibiliser les acteurs et les citoyens, que ce soit les enfants, les agriculteurs. L'objectif, c'est de fournir et d'offrir à une commune un kit qui est composé de 50 plants, de d'essences différentes, 10. Il faut de la diversité. Et ce qui est essentiel, c'était un élément majeur pour moi, c'était aussi des fruitiers. Parce que quand vous plantez un arbre, vous venez le voir. Et quand vous plantez un arbre qui produit des fruits, vous venez le voir pour voir s'il y a des fruits. Et l'objectif, c'était le partage. C'est-à-dire de mettre tout le monde autour de ce chantier de plantation, pour que les gens comprennent comment ça fonctionne et interagissent. L'agriculteur, il a des contraintes, il a des gros outils maintenant, mais c'est son petit-fils qui va planter la haie. Donc il va venir préparer le sol pour la commune et il va venir participer. Et à côté de ça, le citoyen va se rendre compte des contraintes du monde agricole, mais aussi du bienfait de la haie. Et c'est vraiment un lieu de partage. Alors aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire que les chasseurs sont devenus des acteurs majeurs de la transition écologique dans les territoires ruraux ? Ils sont devenus, ils sont et ils ont été toujours des acteurs majeurs dans l'écologie. Alors, quels sont les prochains défis environnementaux que la Fédération nationale des chasseurs souhaite relever dans les années à venir ? On travaille beaucoup sur tout ce qui est gestion adaptative. On essaye de mesurer, parce que vous savez, on dit les chasseurs prélèvent. Oui, ils prélèvent, mais c'est comme tout. Vous avez des poules, si vous voulez des œufs, vous n'allez pas tuer la poule. Donc c'est exactement la même chose. Donc voilà, on prélève. Et le deuxième point essentiel, si je repars un petit peu sur des choses d'aménagement de territoire, on a beaucoup travaillé sur la haie. Et je trouve que la mare, dans la mare, donc l'eau est essentielle à la vie. Et je pense qu'il faudra travailler sur les mares. Il y avait beaucoup de petites mares qui restaient et qui ont été qui ont été détruites ou abandonnées. Et je pense que le projet après la haie, je pourrais dire que ça va être la mare. Et si je fais un jeu de mots, je dis mare et vous, quoi. Voilà, c'est la mare, je pense qu'elle est essentielle. Alors en conclusion, cette dynamique collective qui est orchestrée par les fédérations de chasse permet de renforcer les initiatives locales en faveur de l'environnement sur l'ensemble des territoires. Merci à tous les trois. Constance Bouquet, directrice adjointe, Carole Baudin, directrice adjointe du service
directrice scientifique, et Christophe Urbaniak, directeur technique de la Fédération nationale des chasseurs. Il est temps pour moi de rendre l'antenne pour céder la place à Alain Marty pour son émission In Vino, à consommer sans modération bien entendu. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 7h35 pour la Minute Planète et dimanche prochain évidemment à 12h30 pour la Planète Demain. En attendant, prenez soin de vous et de la planète bien sûr. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.